Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Philippe Allais de la société Bicad, partenaire de Bentley Systems. En collaboration avec eux, nous avons le plaisir de vous accueillir à ce webinaire afin de vous expliquer les avantages que procure MicroStation au niveau de l'interopérabilité. À la fin de la présentation, je serai bien évidemment à votre disposition afin de répondre aux diverses questions que vous souhaiteriez me poser. Le monde de la conception nécessite de travailler avec des données homogènes. Or, les projets, suivant leur complexité, nous amènent à devoir échanger avec des partenaires externes qui ne travaillent pas nécessairement sur les mêmes outils, ou à recevoir des données dans des formats divers. Ce n'est donc pas une chose simple. Bentley propose une prise en charge native des formats de fichiers afin que nous puissions simplement les ouvrir et les exploiter directement. Le format de fichier DWG d'Autodesk en est un excellent exemple. MicroStation vous permet d'assembler de nombreux types de fichiers différents, aussi bien vectoriels que raster, nuages de points ou encore des maillages phototexturés de la réalité. Sans parler de tous les services de partage et de collaboration basés sur le cloud. Avec MicroStation, vous pouvez accéder et partager les données dans des différents formats afin d'améliorer la collaboration avec tous les membres de votre équipe de projet ainsi qu'avec les équipes externes n'utilisant pas nécessairement les mêmes outils que vous. Au cours de mon exposé, je vais vous parler d'un large éventail de formats de fichiers et de types de données pris en charge pour un accès direct. Je vous montrerai également différentes actions concernant les plus importants formats de fichiers. Au cours du webinaire d'aujourd'hui, nous examinerons les possibilités qu'offre l'interopérabilité dans MicroStation au travers de divers exemples. Nous examinerons en particulier comment plusieurs des formats d'échange de données sont traités. Les fichiers DWG, les shapefiles, les modèles de terrain LandXML, les fichiers IFC et RFA. Nous examinerons ensuite les formats raster. Nous examinerons leur prise en charge et la multitude de types d'images raster pouvant être utilisées par MicroStation. Nous étudierons également la prise en charge des formats de modélisation de la réalité, tels que les nuages de points, les formats 3SM et 3MX, les fameux formats de fichiers de maillage phototexturé, qui peuvent être intégrés dans vos flux de travail 3D. Finalement, nous examinerons comment ProjectWise Share peut vous aider à partager des normes et des fichiers ainsi qu'à tirer parti des cellules existantes. Tout cela dans le but ultime d'être plus productif grâce à l'interopérabilité fournie par MicroStation. Bien, allons-y. Tout d'abord, arrêtons-nous pour réfléchir à une situation assez classique. Je suppose que toutes les personnes présentes aujourd'hui ont déjà reçu des fichiers dont vous aviez besoin au cours d'un projet, mais celles-ci ne vous ont pas été fournies dans un format compatible avec votre logiciel de conception. Finalement, ça ne fonctionne pas. Peut-être avez-vous reçu un fichier contenant ces données de conception, mais elles n'ont pas été créées avec la même version du programme que celle que vous utilisez, ou alors peut-être que c'était le bon logiciel, mais des versions différentes de celui-ci, ou encore elles ont été livrées dans une application que vous ne possédez même pas. Aujourd'hui, dans la plupart des projets, nous travaillons avec une multitude d'applications différentes et cela peut causer de réels problèmes pouvant mener à bien des soucis. Ce qui arrive souvent, c'est qu'un fichier nous est fourni dans un format incompatible. Nous utilisons alors un autre logiciel pour le convertir dans un format que nous pourrons exploiter. Devinez ce qui se passe lors de ces conversions. Simplement, on perd de l'information. Les conversions ne sont jamais parfaites. Et il est possible qu'une information cruciale, tout simplement, disparaisse lors de l'opération. C'est dramatique. C'est tout simplement ingérable. Imaginez maintenant que le partenaire ayant fourni le fichier initialement vous en envoie une nouvelle version. Cela arrive régulièrement, je le répète, c'est ingérable. Et je ne parle même pas du temps que ces opérations de bricolage prennent. Ne serait-il pas tellement mieux de pouvoir traiter le fichier dans son format natif? Vous pourriez également vous demander que suis-je censé faire lorsque je rencontre un de ces problèmes. Eh bien, il y a diverses réactions que vous pourriez avoir et aucune d'elles n'est vraiment la solution idéale. Vous pouvez demander à votre partenaire un nouveau fichier compatible avec votre système, tout simplement. On ne fait ici finalement que déplacer le lieu de la conversion, le problème restant entier. Une autre méthode serait d'acquérir le logiciel ad hoc. Vous ne le connaissez pas,
et il ne fait pas partie de vos standards. D'où une perte de temps, un risque d'erreur ou d'oublier de modifier un paramètre de conversion, donc ça ne fonctionne pas. Dans tous les cas, l'opération restera coûteuse en temps et en argent. Le retour sur investissement sera nul, voire même négatif. Si on se met dans la peau du chef de projet devant gérer ces problématiques, on doit avouer que leurs nuits ne doivent pas être des plus paisibles. Il existe une bien meilleure façon de gérer cela. Et vous l'avez certainement deviné, c'est en utilisant MicroStation Connect Edition que nous aurons des solutions et des process de collaboration efficaces. L'interopérabilité est la pierre angulaire de MicroStation depuis qu'il supporte de nombreux formats de fichiers de différents éditeurs. Le nombre de formats exploitables a grandi au fil des ans, au point maintenant où dans la génération actuelle MicroStation Connect Edition, il gère pas moins de 37 formats vectoriels différents. Nous avons déjà évoqué le format DWG et ses multiples versions, le format DGN, mais il existe de nombreux autres formats de fichiers. Ceux-ci peuvent être mixés avec plus de 80 formats images, des rasters, et ce, y compris dans des versions anciennes. 80 formats où la concurrence en gère pour les plus complets comme AutoCAD par exemple, entre 30 et 40. Nous n'avons donc pas à rougir. MicroStation permet aussi d'exploiter les données contenues dans 17 formats de nuages de points différents, ainsi que dans plusieurs formats de maillage de la réalité, des maillages phototexturés. Il existe donc différents types de fichiers qui ont évolué au fil du temps. Comme j'imagine que vous commencez à le comprendre, cette interopérabilité vous permettra d'accélérer la gestion de vos projets en n'ayant pas à réaliser de traitements spécifiques sur les données qui vous sont transmises. Il suffira de les utiliser, tout simplement. Dans MicroStation, je le répète, nous gérons cela de plusieurs manières différentes. En ouverture directe, donc on l'ouvre en lecture-écriture, par référencement ou par importation et importation. Nous allons donc maintenant entrer un peu plus dans le détail de ces diverses possibilités. Les formats que nous allons énumérer ne sont pas dans un ordre particulier. Il n'y a aucun ordre d'importance, de préférence ou de quoi que ce soit. Ce n'est d'ailleurs pas une liste exhaustive. Ensuite, nous allons plonger un peu plus en profondeur dans quelques-uns de ceux-ci et je veux que vous gardiez à l'esprit que lorsque nous parlons d'interopérabilité dans MicroStation, nous parlons d'exploiter nativement les fichiers. Certains pourront effectivement être ouverts nativement en lecture-écriture, d'autres pourront n'être que référencés, mais toujours nativement, ou ouvert en lecture seule, mais toujours pas de conversion, la notion de conversion à l'horizon. D'autres encore pourront être importés ou exportés. Dans ce cas particulier, nous parlerons bien de conversion. Ce sont donc ces trois façons différentes qui me permettront de réaliser une différenciation. Nous importons et exportons les deux principaux types de fichiers STEP, qui sont l'AP203 et 214, qui sont déclinés chacun dans diverses classes. Nous pouvons également réaliser l'import et l'export de fichiers stéréolithographiques, les fichiers STL, le format de prédilection pour les impressions 3D. Bien entendu, les formats DWG et DXF, le numéro 1 des formats de fichiers que vous pourriez rencontrer. Il est possible de gérer les deux formats depuis la version 14 et jusqu'à la dernière évolution de Real DWG, soit actuellement le format AutoCAD 2018, qui a toujours cours sur les releases les plus récentes d'AutoCAD. Nous prenons effectivement en charge les releases 2019 et 2020 car il n'y a pas de différence de format de fichier entre ces deux versions d'AutoCAD par rapport à la version 2018. Les formats plus anciens sont supportés depuis la version 14 datant du milieu des années 90. Donc si quelqu'un avait un fichier DWG d'une ancienne version d'AutoCAD, nous le supporterions également sans aucun problème. Nous allons entrer un peu plus en profondeur dans ce format particulier dans quelques instants. Nous gérons également les modèles de terrain que nous importons à l'aide de fichiers XML, ou plus exactement LandXML. Ce qui est encore plus sexy, c'est que ces modèles de terrain sont des objets. Un objet a des propriétés. Rappelez-vous-en, nous y reviendrons. Nous importons également des fichiers d'images et des textes et des fichiers FBX. Les fichiers IFC également seront démontrés dans quelques minutes lorsque nous parlerons de BIM. Nous pouvons les importer dans un fichier DGN et ils conservent l'intelligence qui se trouve dans les fichiers originaux. Les fichiers IFC ne sont pas que des graphiques. Il y a d'autres données qui les accompagnent, des attributs.
Non seulement nous obtenons les éléments graphiques positionnés spatialement, mais en plus nous obtenons toutes les données non graphiques qui leur sont associées. Encore une fois, vous verrez dans quelques minutes, nous traiterons des fichiers graphiques vectoriels de ce type pour en démontrer toute la puissance. Les formats OBJ et SketchUp sont d'autres bons exemples. Nous supportons également SketchUp 2018 ainsi que de nombreuses autres versions antérieures. Luxology, nous pouvons exporter les fichiers au format Luxology pour réaliser des images de synthèse très réalistes avec des outils externes tels que Modo par exemple. Nous pouvons également exporter des données depuis MicroStation vers Google, ce que beaucoup d'entre vous pourraient apprécier. Les fichiers Collada, nous pouvons exporter ces fichiers 3D universels. Nous pouvons importer et exporter le format des fichiers JIT. Nous pouvons importer et exporter des éléments contexte capture comme des modèles de réalité et des maillages. Nous pouvons également les référencer en utilisant certains des outils de modélisation de la réalité. Le format RFA. Le format RFA est un format de fichiers standard en architecture provenant de Revit. Nous pouvons les importer dans MicroStation, mais nous pouvons aussi les référencer ou les utiliser comme cellules paramétriques. Nous verrons ceci aussi dans un instant. Les fichiers SHP peuvent être référencés ou importés dans MicroStation. Leurs métadonnées, les attributs des objets, restent accessibles et permettent d'établir des rapports, par exemple. Il est également possible d'utiliser les surfaces contenues dans ces fichiers SHP comme des classificateurs sur un modèle contexte capture. Nous verrons ça plus tard. Vous entendez également beaucoup parler des jumeaux numériques ces jours-ci. Bentley propose une plateforme ouverte appelée iTwins pour la gestion de ces fameux jumeaux numériques. Le format iModel est un super conteneur d'informations très utile pour cet usage. Il est possible également d'échanger de l'information de MapInfo vers MicroStation à l'aide du support des fichiers MIF, MID et TAB. Peut-être encore un dernier type de données. MicroStation fait du très bon boulot également en permettant l'import de fichiers produits par l'application Autodesk 3D Studio Max. Encore une fois, y compris d'anciennes versions. Le format vue permet d'exporter un projet dans un cube de visualisation qui pourra être visualisé dans le viewer de LumenRT. C'est un très bon outil de communication. Rhino, nous supportons également en import des fichiers 3DM issus de cette application. Le format PDF. Adobe Acrobat est largement utilisé pour communiquer des données non modifiables, éventuellement signées, à des tiers. MicroStation permet l'export au format PDF de données aussi bien 2D que 3D. Les données pourront être zoomées, pivotées, etc. Le support des références et des niveaux, des couches, est également assuré. Ces derniers éléments peuvent être activés ou désactivés directement à partir du PDF Reader. C'est hyper pratique. Bien, nous allons faire maintenant quelques manipulations afin d'illustrer ce que nous avons vu d'un point de vue théorique précédemment. Commençons tout d'abord par examiner la prise en charge du format de fichier DWG d'AutoCAD. Plus qu'un fichier de conception, le format de fichier DWG est probablement l'un des types de fichiers les plus courants que vous rencontrerez dans vos flux de travail. Ça est devenu un véritable standard. MicroStation vous permet d'ouvrir et de travailler directement avec des fichiers au format AutoCAD DWG, sans import, sans conversion, en l'ouvrant tout simplement et en l'éditant. Les fichiers DWG créés par MicroStation sont écrits à l'aide d'un outil créé par Autodesk lui-même, appelé RealDWG, et mis à disposition contractuellement à Bentley. Pour cette raison, les fichiers sont acceptés et approuvés par AutoCAD, exactement comme s'ils avaient été produits en utilisant AutoCAD lui-même. Cela signifie que dans AutoCAD, vous pouvez ouvrir un fichier DWG créé ou modifié dans MicroStation et vous ne verrez jamais de message d'alerte indiquant que le fichier DWG est étranger, car enregistré par un programme non Autodesk. Donc les opérations DWG autorisées prises en charge par les applications MicroStation et Bentley incluent l'ouverture et l'édition des fichiers, la fonction enregistrer sous, l'import et l'export, et bien entendu la mise en référence. J'ai ici un DWG créé à l'aide d'AutoCAD. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un fichier DWG 2018. Il est indiqué ici dans la barre de titre. Vous pouvez maintenant ouvrir et enregistrer les fichiers DWG
2018 compatible également avec 2019 et 2020. Il n'y a pas eu de changement de version au niveau du format de fichier. Ceci est rendu possible via le support de RealDWG 2018 inclus dans l'installation de MicroStation. Pourquoi RealDWG est-il important, allez-vous me demander? L'utilisation de la technologie RealDWG présente un certain nombre d'avantages. Une amélioration de la fidélité des DWG produits. Aucune boîte d'alerte indiquant ce fichier DWG a été enregistrée par une application qui n'a pas été développée sous licence Autodesk, etc. Euh, les polices SHX standards d'AutoCAD sont également tout à fait disponibles. Vous n'avez donc pas à les demander au fournisseur du DWG que vous avez reçu. Et la prise en charge des activateurs d'objets, les fameux Object Enablers d'AutoCAD, sont effectivement disponibles également, sont supportés également. Bien qu'il n'y ait pas de changement de format de fichier DWG d'AutoCAD 2018 à 2019 et à 2020, ce n'est pas le cas des autres applications Autodesk. Donc les Object Enablers, eux, ont évolué. La version mise à jour de RealDWG permettant de supporter les activateurs d'objets 2019 et 2020, ce sera fourni en même temps que les versions de MicroStation qui les supporteront. Donc c'est en cours, 2019 est déjà supporté, il y a d'autres informations, d'autres évolutions qui vont venir tout bientôt. Donc, je vais ouvrir un autre fichier. Voilà. Euh, Lorsque un fichier DWG est ouvert dans MicroStation, on va travailler avec un mode de travail DWG. Et en fait, ici, on a une petite indication, mode de travail DWG. Donc, si on clique sur cette icône, on va avoir une information qui va dire en quoi le mode DWG est important. Mais en fait, il y a toute une série de choses qui ne sont pas supportées par le format DWG, alors que ça l'est dans le format DGN. Cela permet une meilleure fidélité du fichier DWG AutoCAD en empêchant l'accès aux outils et fonctionnalités qui ne sont pas compatibles avec AutoCAD. Les modèles de dessin en sont un exemple, bien entendu. Nous pouvons, à l'aide de l'outil de gestion des modèles, passer simplement d'un modèle à l'autre. Donc ici, on va voir que on a le modèle qui est l'espace objet, hein, si vous voulez, d'AutoCAD. On a ici un modèle plan qui est l'espace papier, un espace papier d'AutoCAD. On peut passer très facilement d'un à l'autre, évidemment. Voilà. Euh, Comme on l'a vu également avec le mode de travail DWG, si on reprend ceci, il est indiqué que la création de modèles de dessin n'est pas permise. Et effectivement, lorsque l'on va cliquer sur créer un modèle, ici, comme dans AutoCAD, on va pouvoir créer de nouveaux modèles feuilles. Mais par contre, on ne pourra pas créer un nouveau dessin, on ne pourra pas créer un nouvel espace objet. Voilà, donc c'est extrêmement important au niveau de la compatibilité avec AutoCAD. À noter également qu'un fichier DGN, on parle d'un fichier DGN contenant des entités propres au format DGN, donc non comprises par AutoCAD, par exemple un modèle, eh bien on ne pourra pas l'enregistrer en tant que fichier DWG. Ces entités sont automatiquement converties en entités compatibles DWG afin de pouvoir être affichées correctement par AutoCAD. Je me répète un petit peu, mais comme je l'ai déjà mentionné, l'utilisation de RealDWG dans MicroStation prend en charge l'utilisation de ce que l'on appelle les activateurs d'objets, les Object Enablers. Vous pouvez voir ici dans la capture d'écran, je vais vous le montrer en situation réelle évidemment, vous pouvez voir dans cette capture d'écran un fichier DWG provenant du logiciel Civil 3D d'AutoCAD, hein, d'Autodesk. Lorsqu'il est ouvert dans MicroStation sans que l'Object Enabler, l'activateur d'objet de Civil 3D soit installé, eh bien on a une géométrie, l'affichage de la géométrie des éléments Civil 3D, des résultats du projet Civil 3D.
sont affectés et on a uniquement les rectangles englobants qui reprennent l'information. Donc graphiquement, c'est complètement incorrect, on ne sait rien faire avec ça. Et effectivement, on va aller faire un petit tour dans MicroStation. euh, sur une machine distante, voilà, ici, eh bien, effectivement, on a nos rectangles comme je les ai montrés dans le PowerPoint. Et si on regarde dans le centre de message de MicroStation, il va nous dire il manque un ou plusieurs activateurs d'objets. Et si on regarde dans la description du message ici, il va nous dire les activateurs d'objets ne sont pas requis pour ouvrir ce fichier. Cependant, leur présence améliore généralement la fidélité. Ici, c'est le cas, on n'a que des rectangles. Et puis un petit peu plus bas, il va nous dire que c'est l'activateur de l'application AECC Land 13 ou 130. C'est le logiciel Autodesk Civil 3D, etc. Et donc, on va pouvoir aller sur le site d'AutoCAD, d'Autodesk, télécharger, c'est gratuit, télécharger un activateur d'objets de manière à ce que la fidélité d'affichage de ce fichier DWG soit alors parfaite. On va le voir maintenant, je vais minimiser cette machine distante et on va aller dans je vous remontre la machine distante ici, le fichier est bien le fichier 03 alignment.dwg et on va maintenant retourner sur sur ma machine de travail. On va prendre MicroStation, on va prendre le fichier 03 alignment.dwg, on va l'ouvrir. Et là, on va s'apercevoir que euh, on a un affichage qui est maintenant tout à fait correct. On a des objets qui sont bien des objets civils 3D. Je ne sais pas comment on peut le voir, mais ce sont des objets civils 3D. J'imagine peut-être dans les propriétés que l'on va avoir des informations, propriétés personnalisées. Euh, oui, je ne trouve pas d'informations là-dessus, mais bon, effectivement, si c'est AECC Alignment, ici, à mon avis, ça doit correspondre à des objets qui proviennent de Civil 3D. Et donc, ici, on a vraiment un affichage qui est nickel par rapport à ce qui est demandé, à ce qui était souhaité. Donc, ici, on voit bien qu'on a quelque chose de très différent et qui est très propre. Parlons maintenant un peu des shapefiles. Les fichiers DGN et DWG ne sont que deux des nombreux formats pris en charge par MicroStation, mais un format que vous rencontrerez dans de nombreuses disciplines sera le shapefile, un format d'échange de données géographiques. Un fichier shapefile est un format contenant des informations vectorielles de localisation d'objets géographiques qui stockent celles-ci sous la forme de trois types d'éléments, des points, des lignes et des polygones. Il y a aussi, et c'est extrêmement intéressant dans bien des cas, des données non graphiques qui y sont liées. Par exemple, nous allons avoir des informations sur la rue, qui est représentée graphiquement par son axe, et ces informations seront le nom de la rue, sa catégorie, etc. Le format Shapefile, comme vous pouvez le voir en haut de la slide, c'est un ensemble de fichiers. C'est un package, si vous voulez. Le fichier SHP en étant l'articulation. Mais vous devrez également avoir le fichier d'index dans le fichier de la base de données, ainsi que le fichier de base de données qui contiendra lui-même les données non graphiques au format des bases. Nous pouvons non seulement voir la géométrie, mais nous allons pouvoir également cliquer dessus et obtenir les valeurs de ces fameux attributs. Nous pourrons facilement alors créer des rapports et ce genre d'analyse. Quelqu'un qui vous envoie un shapefile vous envoie donc
plus que de la géométrie. Il peut également vous envoyer certains fichiers optionnels, dont le plus important pour nous est le fichier PRJ, qui nous indique quel système de coordonnées géographiques a été utilisé lors de l'établissement du shapefile. Si un système de coordonnées a été défini également dans le fichier actif, le fichier shapefile respectera ce système de coordonnées lors de son attachement en référence. Il sera reprojeté à la volée. Le shapefile ne sera évidemment pas altéré. Voyons ce que cela veut dire dans MicroStation. Donc je vais ouvrir un fichier qui est ici, voilà. Donc ici on a un fichier DGN, nous allons tout d'abord attacher un premier fichier shapefile qui représente des axes de voirie. Donc je vais attacher mon fichier shapefile que je vais retrouver ici, streets.shp. Et je vais me mettre en mode géographique reprojeté. Voilà. Nous allons tout d'abord attacher ce premier fichier shapefile. Nous voyons que ce shapefile contient des fichiers frères. On a vu ici, si je reprends l'attachement, on a des fichiers frères. Si on fait étoile, point étoile, voilà, on a d'autres fichiers qui sont liés. Donc le fait que le fichier principal ait un système de coordonnées, ça m'a permis de reprojeter les informations. Et donc maintenant je vais aller sélectionner un axe de voirie, comme celui-ci par exemple, et on va voir que on affiche des informations attributaires qui contiennent, qui sont liées à l'élément graphique. Les éléments provenant du shapefile ne sont pas resymbolisés, ils n'ont pas de symbologie par défaut, donc on va utiliser un outil qui est le modèle d'éléments ici, et je vais aller dire que je vais associer le modèle voirie à ces éléments. Et donc on a une symbologie maintenant qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus significative de manière extrêmement facile. Bien, nous allons attacher maintenant un second shapefile qui, lui, va contenir les informations sur les signaux. Et donc, on va faire ceci, ouvrir, voilà, mon document a été attaché et je ne vois rien apparaître, simplement parce que ce sont des données ponctuelles. Les données ponctuelles sont également non symbolisées initialement, et donc je vais également appliquer un modèle qui sera signaux routiers, ici en l'occurrence, qui va me faire apparaître des petites pastilles rouges aux endroits des signaux. Donc tous ces attributs peuvent maintenant être utilisés pour générer des rapports, par exemple, qui serviront à placer des tableaux ou à générer des fichiers Excel. On va d'abord voir tout d'abord le résultat du rapport d'un rapport ici sur analyse. Je vais dans rapport et je vais prendre tous les signaux. Ici, je vais faire un affichage du résultat, par exemple. Voilà. On va avoir toutes ces informations ici de tous les signaux et on va pouvoir éventuellement les trier suivant un critère particulier. Donc, je souhaite les trier via la commune. Donc je vais simplement déplacer, il faut que je le déplace au bon endroit, voilà, ici, et on a les trois communes de l'arrondissement qui sont qui affichent la liste de leurs signaux. Nous constatons également que dans les attributs, on a le nom de la rue principale, de la voirie principale. Cela va nous permettre de créer une requête avec un filtrage sur le nom de la rue principale et donc de se retrouver avec une liste ne reprenant que les signaux qui sont sur une seule rue. Bien, permettez-moi maintenant de passer au type de données suivant concernant la modélisation de terrain, les modèles de terrain dans MicroStation. Vous savez qu'il s'agit d'un ensemble de triangles, ils sont calculés à partir de données de position de points. En gros, le but est de constituer un réseau de triangles passant par tous les points choisis et dont les côtés ne se croisent pas.
Euh, on peut également avoir ce qu'on appelle des lignes de rupture qui permettent d'éviter, enfin de bien prendre en compte des hauts talus, des bas talus, des pieds de mur, etc. On pourra les utiliser, ces fameux modèles de terrain, en référence, comme beaucoup d'autres choses que nous avons déjà vues jusqu'ici. Nous pourrons utiliser des STM et des fichiers TIN, qui sont des fichiers qui sont créés, des modèles de terrain, des formats de modèles de terrain qui sont créés par d'autres applications Bentley. Ces deux types de fichiers devront avoir été attachés préalablement par une application métier, OpenRoads, Geopack par exemple. Ou encore, et c'est ce qu'on va utiliser dans l'exemple ici, on va utiliser des fichiers LandXML. Donc il y a pas mal d'applications qui permettent de produire des fichiers LandXML, qui est un standard en fait de communication de modèles de terrain et de données de terrain. Donc des outils comme Civil 3D par exemple peuvent exporter du LandXML. Un outil comme OpenRoads peut fournir également du fichier LandXML. Et donc MicroStation prend en charge le type de modèle de terrain LandXML, qui est le format le plus ouvert, on va dire, dans les données de terrain. Bien, nous pouvons donc l'intégrer dans MicroStation. Je vais ouvrir le fichier de mon exemple. Voilà, il est même déjà ouvert, ce fameux fichier. Et ce que je vais faire, je vais aller utiliser l'outil d'importation de données LandXML. Et donc, je vais utiliser mon fichier existing ground XML, qui est un fichier LandXML. Je vais l'ouvrir. Et ici, encore une fois, comme on l'a fait pour le fichier SHP, on va pouvoir utiliser un modèle d'éléments afin de personnaliser, d'améliorer la symbolisation de ce modèle de terrain. Et donc ici, ce que je vais utiliser, j'ai préparé des modèles d'éléments. On va aller dans les modèles de terrain et je vais afficher le terrain existant. Je vais l'importer et on va se retrouver ici avec effectivement euh, des, un réseau de triangles. Et dans mon modèle d'éléments, j'ai également prévu d'afficher les pentes, les lignes de plus grande pente de chacun des triangles. Donc une petite flèche qui indique par où l'eau va s'écouler de manière optimale sur cette portion de terrain. Okay. Euh, Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, et je vous ai demandé de le mettre dans un coin de votre tête jusqu'au moment où j'allais en parler, sont ces modèles de terrain qui sont en fait des objets. Et donc un objet a des propriétés. Et donc ici, je vais aller sélectionner mon objet. Je vais aller dans les propriétés de cet objet et on va voir que dans les affichages des objets calculés, j'ai demandé, c'est activé, à voir les triangles, j'ai demandé à voir les flèches d'écoulement d'eau. Mais je pourrais très bien dire, bien, les flèches d'écoulement d'eau, je ne souhaite plus les voir. Voilà, donc ça c'est vraiment la notion de propriété sur les objets. Euh, Évidemment, on va pouvoir afficher d'autres choses. Maintenant, ce que j'ai utilisé également, c'est un modèle d'éléments. Et le modèle d'éléments va me permettre euh, de prédéfinir un mode d'affichage par défaut.
Et donc, si je viens dans mes propriétés générales de mon objet, et que je lui dis le modèle d'élément, bien, ce n'est pas le modèle terrain existant que je veux utiliser, mais c'est les courbes de niveau plus les textes de cotation, eh bien, je vais avoir un affichage qui sera très différent et qui me correspondra peut-être mieux à ce que je souhaite faire. D'accord? Et donc, cette notion de modèle d'éléments est un outil extrêmement intéressant. On va pouvoir d'ailleurs aller gérer ces modèles d'éléments. Ici, on peut même les stocker dans des librairies si on veut aller un peu plus loin. Et donc ici, j'ai mes courbes de niveau plus texte. Je peux très bien dire les courbes de niveau secondaires, elles sont bien. Les courbes de niveau principales, je voudrais bien les avoir en rouge plutôt que de les avoir en jaune. Il suffit que je modifie hum, ma définition du modèle d'éléments et puis que je l'applique euh, à tout ce qui a déjà été créé et donc je retrouve mes courbes de niveau qui sont maintenant resymbolisées. Donc c'est extrêmement pratique et extrêmement efficace. Nous allons maintenant examiner un fichier IFC. Les fichiers IFC ou Industry Foundation Classes sont des fichiers destinés à décrire les données de l'industrie du bâtiment et de la construction. Il s'agit d'une spécification de format de fichier ouverte, indépendante de la plateforme et donc de l'éditeur, utilisée pour l'interopérabilité entre les programmes, les outils BIM. Il peut contenir un modèle de bâtiment ou d'installation comprenant une géométrie spatiale, des matériaux, des formes et bien plus encore, notamment des attributs. De plus en plus, le BIM sort de la notion de bâtiment pour s'étendre à tout ce qui se construit, des ponts, des routes, des barrages et ce genre de choses. Dans MicroStation Connect Edition, vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec les fichiers IFC. Les ouvrir en mode lecture seule pour les visualiser, les sauvegarder sous en format DGN, les attacher comme référence, les placer comme cellules, et ce genre de choses. Donc on va jeter un petit coup d'œil à mon fichier de présentation. Euh, Ici, le fichier actif contient déjà des informations. Donc, si on regarde les références attachées, on a un fichier structural IFC qui a déjà été attaché. C'est juste une référence. Donc, en tant que tel, on va pouvoir le manipuler comme n'importe quelle autre référence. On va pouvoir le déplacer, contrôler son affichage, l'utiliser pour créer une géométrie supplémentaire en s'accrochant dessus, et même le découper si on le souhaite au niveau de la visualisation. Donc, ce que je vais faire tout d'abord, je vais aller dans l'affichage et je vais aller désactiver les couches de l'ensemble du projet dans le fichier principal. Je vais conserver uniquement les éléments de mon fichier de structure. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser mon outil de propriété pour aller sélectionner des éléments et on va voir que comme à l'instar du shapefile, on va retrouver des informations attributaires qui sont liées aux éléments. Et donc ici, je vais pouvoir obtenir des informations. Ici, on a très peu, mais on pourrait avoir beaucoup plus d'informations sur les éléments du projet. Et donc, qui dit attribut dit que l'on va pouvoir également faire des analyses sur cette information. Et donc, on va pouvoir générer, par exemple, des rapports. Donc, voilà, j'ai ici un rapport qui a été défini et qui me permet de visualiser l'ensemble des éléments de la structure que je vais pouvoir éventuellement classer, trier, regrouper par type d'objet. Donc voilà, de nouveau, hyper simple et très efficace, sans avoir à faire la moindre conversion à nouveau.
Bien, les fichiers IFC, c'est une chose. On a pas mal commencé à parler de BIM également. Nous allons poursuivre un petit peu dans cette logique-là en parlant des fichiers RFA. RFA, c'est l'acronyme de Revit Family. Donc, ce sont des familles d'objets qui sont destinés a priori à Revit, mais le format RFA a l'avantage d'être un format ouvert. Et donc, on va pouvoir exploiter également les fichiers RFA sans aucun problème dans MicroStation. Donc, ce que je veux faire, je vais ouvrir un fichier qui va me permettre de visualiser une première cellule qui a été importée au format RFA. Donc, les fichiers RFA vont pouvoir être mis en référence, ils vont pouvoir être ouverts et exportés ou sauvés sous forme de fichiers DGN, mais on va pouvoir également les exploiter sous forme de cellules que l'on va pouvoir utiliser et réutiliser si l'on souhaite. On pourrait se créer une bibliothèque de cellules à partir de cellules RFA. Donc ici j'ai un dispositif qui de ce qu'on me dit est une pompe, un schéma de pompe. On va voir pour compléter ce schéma en lui adjoignant une cellule complémentaire. Donc je vais faire un import d'une cellule. Donc je vais chercher dans mes types de fichiers d'échange, je vais prendre le format RFA et je vais aller sélectionner ma connexion que j'importe et qui vient se placer au bon endroit. C'est effectivement une cellule, donc si j'utilise un outil comme l'outil de déplacement par exemple, je vais pouvoir déplacer mon objet sans aucun problème, donc je vais pouvoir manipuler cette cellule comme n'importe quelle autre cellule dans MicroStation. Euh, on va s'apercevoir également que lorsque l'on va cliquer sur un objet, celui-ci, la pompe par exemple, on va voir qu'il y a un ensemble de propriétés qui sont liées à cette cellule. Euh, on va pouvoir sélectionner cet objet-ci, c'est un autre objet, donc logiquement on a des propriétés qui sont différentes évidemment, et on a des propriétés par exemple comme le diamètre nominal ici que je ne sais pas, pour le cas de mon projet ici, de mon petit projet, ne me convient pas. Ce sont des propriétés qui sont éditables puisque j'ai importé l'objet dans mon fichier. Ce n'est pas une référence qui est figée, c'est un objet que j'ai importé en tant que cellule et donc je vais pouvoir éditer certaines valeurs, enfin les valeurs qui sont associées ici. Alors, ce que l'on va constater, si on regarde bien l'objet ici, lorsque je vais valider la valeur, la valeur que je viens de modifier, on va s'apercevoir, voilà, que l'objet a réagi en fonction de la modification du diamètre nominal qui a été modifié ici. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette cellule, non seulement j'ai pu l'importer, mais elle est paramétrique et elle est restée paramétrique. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important et c'est une des grandes forces de MicroStation, c'est d'avoir ces capacités, cette capacité de euh, de travailler avec des objets paramétriques qui viennent d'horizons divers. Bien, passons maintenant à la suite et parlons un petit peu des images, des rasters dans MicroStation. Nous vous réservons probablement le meilleur pour la fin. MicroStation prend en charge un vaste éventail de formats de fichiers raster. Les formats JPEG, TIFF, PDF, HMR, ECW, MrSeed, soit au total
plus de 80 formats de fichiers images et pour certains supportant le géoréférencement sont effectivement supportés par MicroStation. La plupart des diverses versions de ces types de fichiers sont également supportés. Donc certains d'entre eux ont plusieurs générations, plusieurs évolutions dans leur formatage de données. L'ensemble est supporté par MicroStation. Donc ça veut dire que des fichiers qui sont âgés de 15 ou 20 ans ne causeront a priori pas de problème à être utilisés dans MicroStation. À partir du moment où un fichier a un système de coordonnées défini, vous pourrez alors utiliser un fond de carte Bing Map également qui vous est fourni via les serveurs de Microsoft. Je vais vous montrer un peu tout cela et alors laissez-moi revenir à nouveau dans MicroStation. Je vais ouvrir le fichier dont j'ai besoin. Le voici. Vous allez reconnaître les données, rien de très excitant jusqu'ici, puisque ce sont simplement des données d'un petit projet que l'on a déjà utilisé. Il se trouve à Fort Lauderdale aux États-Unis. Plutôt dans la présentation, j'ai utilisé les outils de référence qui se trouvent ici. Euh, on a utilisé l'outil de référence pour attacher les shapefiles notamment et ce genre de fichiers. Je vais maintenant sélectionner un autre mode d'attachement qui est le mode raster. Et ce que je vais faire, oups, pas, pas le bon écran, voilà. Ce que je vais faire, je vais aller sélectionner quelques images que je vais attacher. Et donc, je vais utiliser l'outil attacher mes images, les données, photos aériennes, et on voit que ce sont des fichiers SID, Mr. Seed, que je vais pouvoir attacher. Donc, je vais les ouvrir. Voilà. Encore pas le bon écran, voilà, je valide tout, en fait j'ai toute une série d'informations ici que je vais pouvoir éditer. Ce qui m'intéresse particulièrement c'est le géoréférencement, ici qui va être hérité de l'attachement lui-même, donc je vais attacher et on voit les données qui apparaissent automatiquement. Et donc on va pouvoir zoomer dessus. Ce sont des données progressives, donc plus on va zoomer, plus on va avoir de détails. On le voit, ça permet de garder une performance relativement importante. Voilà. Je disais également que lorsque nous avons un système de coordonnées qui est défini, ce qui est certainement le cas ici, mauvais écran, voilà. Donc on voit qu'on a un système de coordonnées qui a été défini. Automatiquement, on a la possibilité, dans les propriétés de vue, de dire qu'on va attacher une carte d'arrière-plan. Elle va provenir, elle, de Bing Map. Donc ici, on va attendre un petit peu et on va avoir notre carte qui va arriver et qui correspond bien, effectivement, au niveau des raccords avec ce que nous avons déjà dans nos images. On va pouvoir également utiliser le mode aérien, oups, raté, le mode aérien qui va nous procurer en fait des orthophotoplans. Donc on voit que on a des données qui sont assez cohérentes ici. Il y a des petites différences au niveau de la position, mais c'est relativement mineur. Euh, nos données, nos fichiers MrSeed sont probablement d'une qualité supérieure au géopositionnement des images de Bing Map. Bien, une autre possibilité d'afficher des données images, c'est d'exploiter ce que l'on appelle des serveurs WMS. Ce sont des serveurs qui vont fournir de la donnée. Euh, je vais de nouveau retourner dans mon outil d'attachement de fichiers raster et euh, je vais lui demander d'attacher un serveur WMS, une donnée WMS, voilà.
ici, j'ai déjà des données préexistantes, donc je vais aller sélectionner ceci et je vais utiliser les images de topo. Donc là, je vais de nouveau me retrouver avec un fond de carte, mais qui va venir d'un autre service que Bing. Là, ça risque peut-être de prendre un petit peu plus de temps. Enfin, tout dépend de la liaison que j'ai avec les serveurs américains. Et donc, on va retrouver, après quelques secondes, à mon avis, on va retrouver les images qui vont apparaître et provenant des serveurs WMS de l'État américain. Les voilà. Et donc, on retrouve notre image. Euh, on voit que les données du serveur WMS viennent par-dessus les images MrSeed, c'est parce que simplement l'ordre d'affichage est celui-ci. Je vais pouvoir déplacer mon attachement WMS de manière à euh, réordonner l'ordre d'affichage des éléments. Et donc on va voir que ici on a une qualité de, de référencement qui est assez importante. Alors les données WMS sont chargées à la volée, hein, donc dès que je vais faire un déplacement de ma vue, on va rafraîchir et recharger les nouvelles données qui correspondent à ceci. Je vois que on n'a pas une performance incroyable pour le moment. On est en fin de journée en Europe, donc ça veut dire qu'on commence à travailler aux États-Unis. Peut-être que ça explique des choses. Euh, et donc voilà. Euh, je pense que on a fait un petit tour rapide de ce qui était utile de savoir au niveau des images. On va pouvoir maintenant passer au type de données suivant. Bien, pour poursuivre avec les images, on va parler maintenant d'une image en 3D quelque part, hein, c'est ce qu'on appelle les maillages phototexturés. Donc on va un peu parler de deux choses concernant la modélisation de la réalité, ces fameuses images 3D maillage phototexturé, mais également les nuages de points. Commençons par les maillages phototexturés. Donc ça nous permet d'insérer un contexte très réaliste dans MicroStation en utilisant ces fameux maillages évolutifs. Ceux-ci auront idéalement été créés à l'aide de l'application Context Capture, qui est l'application de modélisation photogrammétrique de Bentley. Les modèles produits par Context Capture ont un affichage progressif, adaptatif en fonction du niveau de zoom. Cela leur confère une grande légèreté malgré le volume de données affichées. Vous pouvez prendre des photos avec un téléphone, un appareil photo, un drone, un avion, une tablette, peu importe. Vous pouvez même mixer ce genre d'informations. Ces diverses techniques permettent de mettre il y a diverses techniques qui permettent également de mettre ces modèles à l'échelle, voire de les géoréférencer, ce qui est assez intéressant. Il existe également un service dans le cloud qui vous permet de calculer ces modèles très rapidement sans avoir besoin d'acheter une machine dédiée à cet usage qui est relativement coûteuse. Vous disposez également d'un partage des modèles via ce qu'on appelle le ProjectWise Context Share pour stocker, gérer et partager ces données de la réalité. Bien, maintenant jetons un petit coup d'œil. Je vais à nouveau ouvrir un fichier qui est celui-ci. Euh, à partir duquel je vais aller attacher un maillage de photoréalité. Voilà, je vais aller sélectionner mon maillage qui est un quartier de la ville d'Orlando. Euh, Ouvrir OK. Oups. J'ai cliqué à côté, voilà. On se retrouve avec notre maillage. On va voir que quand on va zoomer, on va avoir une meilleure définition qui va apparaître, hein. Donc c'est bien un maillage qui est progressif. Et donc vous voyez ici j'ai quand même un quartier relativement important et je peux le pivoter. Je suis en 3D, j'ai des objets 3D, je vais pouvoir insérer par exemple un projet ou
d'une manière un peu différente. Ici, on va utiliser une possibilité ici de mixage de données. Et donc, avec quoi est-ce qu'on peut mixer ça, si ce n'est avec du projet? En fait, on va ici tirer parti d'une fonctionnalité qui est de mixer, ce qu'on pourrait faire, hein, c'est de mixer cette donnée avec un shapefile. Vous voyez, un shapefile qui va définir les limites de parcelles. Et donc, on pourrait utiliser ce shapefile pour segmenter ce modèle et extraire de l'information. Eh bien, ça tombe excessivement bien puisque j'ai un shapefile qui va nous permettre de faire ça. Et donc, je vais utiliser la fonction d'attachement de référence. Je vais aller sélectionner le type SHP qui est ici. Voilà, je vais dans le bon répertoire qui est Shapefile, Orlando, et je vais sélectionner mon Shapefile ici. Je vais l'ouvrir en mode reprojeté, ouvrir, et voilà que mon shapefile apparaît. Et donc on va voir qu'il y a des zones qui sont à l'extérieur. Évidemment, ici j'ai toute la ville d'Orlando, alors que mon maillage ici ne contient des informations que sur une petite partie. Donc si je regarde ici, dans le maillage de la réalité, je vais le désactiver provisoirement. On va voir qu'on a bien des surfaces qui sont en dessous. Et donc, ce que je vais faire, je vais aller créer ce qu'on appelle un classificateur. Et ce classificateur, en fait, vous vous souvenez tout à l'heure, on a utilisé des shapefiles, on a été voir ce shapefile et on a été trouver les informations qui venaient de ce shapefile. Et donc ici, on a exactement la même chose, on a des informations qui proviennent du shapefile et de la base de données qui est liée au shapefile, le fameux fichier DBF, pardon, qui est lié au shapefile. Et donc ici, ce que je vais faire, je vais simplement dire que je vais attacher un classificateur. Et mon classificateur, c'est quoi? C'est simplement le shapefile. Donc je vais sélectionner un élément du shapefile. Voilà. Et je me retrouve avec un classificateur. Alors ici, je vais simplement aller paramétrer ce classificateur de manière à ce que ça euh, donne ce que je souhaite avoir. Donc on va aller le paramétrer, ce qui est à l'intérieur. Je vais lui dire que donc à l'intérieur, donc c'est ce qui sera à l'intérieur de la surface que je vais sélectionner. Hein, je vais lui dire que je souhaite que ce soit mis en surbrillance. Voilà. Ok, donc on voit ici déjà qu'il a mis en surbrillance les éléments. Ce sont des éléments en 3D maintenant, hein. Donc il a fait un découpage, il a créé un volume au-dessus des surfaces, au-dessus ou en dessous des surfaces, de manière à intersecter le maillage phototexturé. Ce qui est à l'extérieur, bien, je vais simplement dire, donc tout ce qui n'est pas dans les surfaces, je vais dire que je vais l'atténuer. Et donc voilà, on fait ressortir de manière très, très facile les éléments. Et pour tout ce qui est sélectionné, je veux dire que c'est activé. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner maintenant? Je vais utiliser l'outil ici, sélection dans le classificateur, et je vais pouvoir, par exemple, aller sélectionner cet objet-ci. Et on va voir apparaître l'objet sélectionné en surbrillance, évidemment, et on va avoir les informations comme quoi c'est le Amway Center, c'est un Event Center, et voilà, on a de l'information sur cet objet. Et on va pouvoir sélectionner d'autres objets comme ceci. Si on le pivote un petit peu, on va voir que on est bien en 3D et que l'on va pouvoir sélectionner nos objets en 3D. Vous voyez, ici, je sélectionne les bâtiments, etc. Et j'obtiens l'information qui les concerne.
Bien, un dernier type de données que l'on va pouvoir également exploiter, ce sont les nuages de points. Ce qu'on va faire ici, c'est faire une petite analyse. Il faut se dire que le nuage de points tel qu'on le voit ici est constitué d'un ensemble de points importants. Ici, je crois qu'on en a 4 ou 5 millions. Donc c'est déjà pas mal, mais on est très loin des capacités de microstations. On peut traiter des fichiers d'un milliard ou plus de points sans aucun problème. Et donc, ce que je vais faire ici, je vais simplement utiliser l'outil de mesure de microstation pour aller vérifier la distance disponible entre la ligne électrique qui passe ici au-dessus des wagons et le dessus des wagons. Et donc, je vais utiliser l'outil AccuDraw pour mesurer. Ici, on a à peu près 9,70 m de disponible comme espace disponible au-dessus du wagon. Et donc, voilà, si ma norme m'impose une distance de 10 mètres, ben, je suis hors épure. Si c'est une distance de 5 mètres, là, il n'y a aucun problème. Donc voilà, les nuages de points, c'est quand même extrêmement intéressant. On va pouvoir également dessiner sur les nuages de points. Si je veux digitaliser, je vais pouvoir m'accrocher sur chacun des points pour pouvoir dessiner. Et comme on voit, on a une densité de points importante et donc on a la possibilité d'aller sélectionner de manière très précise une position. Voilà, en toute modestie, je crois que l'on peut affirmer que MicroStation offre une interopérabilité inégalée. Avec autant de formats pris en charge, notamment les formats de modélisation vectorielle, les formats raster, de modélisation de la réalité, vous pouvez réellement accélérer vos flux de travail, transmettre rapidement l'intention de conception et prendre des décisions de projet avec plus de sérénité. Je serai maintenant ravi de pouvoir répondre à toutes vos questions, n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça.